C'était octobre 2015, un jour froid d'automne, lorsque John Brennan, directeur de la CIA, reçut un appel étrange sur son téléphone personnel. Quelque chose dans le ton distant de la voix à l'autre bout le mit en alerte. Il hésita un instant avant de répondre et lorsqu'il le fit, il entendit une salutation troublante. « Bonjour John Brennan ». Le calme avec lequel l'inconnu prononçait son nom contrastait avec le nœud qui se forma dans son estomac. « Qui êtes-vous ? Comment avez-vous obtenu ce numéro ?» demanda-t-il d'un ton qui se voulait ferme, bien que son esprit travaillât déjà à toute vitesse pour trouver une explication. La réponse le laissa sans voix. « C'était facile, John, très facile. » L'homme au téléphone ne semblait pas être un plaisantin ordinaire. Son ton avait une nuance de moquerie et un contrôle absolu. « Que voulez-vous » demanda Brennan, pesant chaque mot. « Je veux que les États-Unis arrêtent de bombarder le Moyen-Orient » dit la voix sans hésitation. Mais il ne s'arrêta pas là. « Ah, et aussi 5 billions de dollars. Quelque chose de symbolique, vous voyez, une preuve de bonne foi. » Brennan comprit à cet instant qu'il ne s'agissait pas d'une simple tentative d'extorsion, c'était quelque chose de plus grand, une menace directe contre la sécurité nationale. Tandis qu'il tentait d'obtenir plus d'informations, l'inconnu raccrocha sans avertissement. À des milliers de kilomètres de là, dans une petite maison des Midlands de l'Ouest en Angleterre, un adolescent de 15 ans raccrocha son téléphone avec un sourire nerveux. Kraher, comme il se faisait appeler dans le monde numérique, était euphorique. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'accomplir. L'adrénaline parcourait son corps, amplifiée par l'effet du cannabis qu'il avait fumé quelques minutes plus tôt. Ce qui avait commencé comme une expérience amusante avec ses amis s'était transformé en un coup cybernétique contre l'une des institutions les plus puissantes du monde. Kraher n'était pas seul. Il était le leader d'un collectif de hackers appelé Crackers with Attitude, CWA. Ses compagnons, tout aussi jeunes et défiants, avaient trouvé un but commun dans le chaos qu'ils pouvaient déclencher depuis leurs ordinateurs. Leur devise était simple. Aucun système n'est impénétrable et les secrets ne devraient pas exister. Le groupe avait déjà fait parler de lui par le passé en divulguant des données personnelles d'agents de la police, du FBI et du département de la justice. Mais ce qu'ils venèrent de faire avec Brennan était différent. C'était un acte qui défiait ouvertement le pouvoir des États-Unis. Les débuts de Kraher dans le monde du hacking avaient été fortuits. Comme beaucoup d'adolescents de son âge, il était curieux, rebelle et se sentait invincible derrière un écran. Mais ce qui le différenciait, c'était sa capacité à apprendre rapidement et son intérêt pour les outils permettant de briser les barrières virtuelles. Ce qui avait commencé comme une simple tentative de manipuler des jeux vidéo avait évolué vers quelque chose de plus sérieux lorsqu'il s'était rendu compte de la portée de la technologie. Par pure coïncidence, il était tombé sur un forum privé où des membres d'Anonymous, le célèbre collectif de hackers, partageaient idées et stratégies. Anonymous, à cette époque, était une force imparable. Leurs actions allaient des attaques dirigées contre des gouvernements oppressifs à de simples actes de trolling pour le plaisir. C'était un groupe décentralisé, sans leader clair, mais avec une mission implicite, démontrer que l'information est le pouvoir. Pour Kraher, ces hackers étaient le plus qu'un groupe, ils étaient une inspiration. Depuis sa chambre, il commença à concevoir ses propres attaques, apprenant des méthodes qu'il observait et les adaptant avec la créativité d'un adolescent. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'appel à Brennan avait déclenché toutes les alarmes. Les équipes de cybersécurité travaillaient frénétiquement pour retracer l'origine de la menace. Ce n'était pas seulement une attaque, c'était une déclaration de guerre numérique. Les données que Kraker et son équipe avaient obtenues étaient compromettantes. Elles incluaient des détails personnels, des numéros de contact et des documents confidentiels. Certains de ces fichiers avaient été remis directement à Julian Assange, fondateur de Wikileaks, qui ne tarda pas à les publier, intensifiant le scandale. Le groupe CWA ne recherchait pas vraiment d'argent, ils cherchèrent de l'attention. Ils voulaient que le monde sache que même les systèmes les plus protégés pouvaient tomber face à un groupe d'adolescents avec suffisamment de temps et de détermination. Chaque attaque était un mélange d'activisme et de divertissement. Bien que Kraker eût ses idéaux politiques, il aimait aussi le chaos que généraient de ses actions. C'était un jeu dangereux, et il le savait, mais cela le rendait encore plus excitant. L'impact de leurs actions résonna au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Les médias commencèrent à spéculer sur l'identité des hackers, les appelant les nouveaux Anonymous. Certains analystes les décrivirent comme des génies adolescents, d'autres comme de potentiels criminels. Dans les cercles de la cybersécurité, ils représentaient un rappel brutal que la technologie a toujours un côté sombre. Cependant, pour Kraker et son équipe, chaque gros titre était un trophée, une validation de leur pouvoir. Kraker ne pouvait pas prévoir les conséquences à long terme de ses actes. Tandis qu'il savourait son triomphe depuis la sécurité de sa chambre, les agences de renseignement du monde entier commençaient à relier les points. L'anonymat qu'ils chérissaient commençait lentement à s'effriter. Pour eux, ce n'était que le début d'une longue bataille entre la liberté numérique et le contrôle gouvernemental.
Cependant, à cet instant, Kraka était au sommet du monde, un adolescent qui avait fait trembler la CIA avec un simple appel téléphonique. Kraka, après son spectaculaire piratage de la CIA, ne perdit pas de temps. Sa soif d'apprendre grandissait avec chaque ligne de code qu'il écrivait et chaque pare-feu qu'il parvenait à franchir. Il passait des nuits entières à explorer des serveurs aléatoires, repoussant ses limites pour voir jusqu'où il pouvait aller. Ce n'était pas seulement le défi qui le motivait, c'était la sensation de pouvoir absolu en contrôlant des systèmes que d'autres croyaient invulnérables. Cependant, après avoir passé un certain temps à observer les discussions d'Anonymous, il se rendit compte que la mystique du groupe commençait à s'effondrer sous ses yeux. Anonymous, qui avait autrefois été son inspiration, lui paraissait maintenant un nid à problèmes. Il y avait des agents infiltrés partout, des arrestations constantes et une paranoïa collective qui rendait impossible de faire confiance à qui que ce soit. Les tensions internes avaient conduit certains membres à se dénoncer mutuellement. Et leur succès massif avait attiré une attention médiatique qui leur attribuait les actions d'autres groupes plus sophistiqués. Kraka y voyait un chaos incontrôlable. Il décida de chercher des alternatives et c'est alors qu'il découvrit un groupe appelé AnonSec. AnonSec n'était pas seulement une branche d'Anonymous, mais aussi une déclaration d'indépendance. Leur philosophie était différente, moins de bruit, plus d'impact. Les opérations d'AnonSec allaient des campagnes politiques à des actions qui, selon leurs propres termes, étaient menées pour le plaisir. Contrairement aux méthodes plus chaotiques d'Anonymous, AnonSec disposait d'outils plus avancés, y compris un botnet massif sous son contrôle. Pour Kraka, ce groupe était un terrain d'entraînement idéal. Le botnet d'AnonSec était une arme redoutable. Il se composait de milliers d'ordinateurs infectés qui pouvaient être utilisés pour propager des logiciels malveillants ou lancer des attaques par déni de service. Kraka, intrigué par son potentiel, commença à explorer les systèmes compromis par le réseau. C'est alors qu'il tomba sur quelque chose qui changea sa perspective. Un serveur appartenant à une prestigieuse université médicale au Canada. En parcourant les fichiers, il trouva les dossiers financiers des étudiants et, tout en bas de la liste, un bouton indiquant « Tout supprimer ». La tentation était irrésistible. Les montants dus par certains étudiants étaient astronomiques, avec des chiffres dépassant les 100 000 $. Kraka savait qu'avec un simple clic, il pouvait effacer les dettes de centaines de personnes. Il pouvait imaginer le soulagement ressenti par ceux piégés dans un cycle de dettes interminable. Sans réfléchir à deux fois, il activa la commande. Depuis son clavier, il envoya tous ses dossiers dans l'oubli numérique, les détruisant sans laisser de traces. Ce que d'autres auraient considéré comme un crime, pour lui, c'était un acte de justice. Ce succès inattendu marqua un tournant. Kraka commença à voir le piratage non seulement comme un défi technique, mais comme un outil de changement social. Son prochain objectif se présenta lorsqu'il apprit l'existence d'une pratique troublante au Danemark, le tourisme de bestialité. Des militants locaux avaient tenté pendant des années d'exposer ce commerce obscur, mais leurs efforts n'avaient pas réussi à attirer suffisamment d'attention. Kraka et ses compagnons d'AnonSec décidèrent d'intervenir. La première étape fut d'attaquer le site officiel du gouvernement danois. Dans un acte audacieux, ils remplacèrent son contenu par un message dénonçant la permissivité des autorités envers les bordels pour chiens. Cela fut suivi d'attaques ciblées contre les sites web associés à cette industrie, les rendant inopérants. En parallèle, ils partagèrent des preuves graphiques sur les réseaux sociaux, générant une vague d'indignation mondiale que les médias ne purent ignorer. Les actions d'AnonSec accomplirent l'impensable. Sous la pression publique, le Parlement danois fut contraint de débattre du sujet et en avril de l'année 2015, une loi interdisant la bestialité fut finalement adoptée. Kraka, bien que satisfait du résultat, commença à remarquer un schéma frustrant. Les médias continuaient d'attribuer les actions d'AnonSec à Anonymous. Pour lui, c'était comme voir quelqu'un d'autre recevoir les applaudissements pour son chef-d'œuvre. Tout en perfectionnant ses compétences, Kraka se plongea également dans le monde des crypto-monnaies. Il fut l'un des premiers à adopter le Bitcoin, accumulant plus de 1000 monnaies numériques, alors qu'elles n'étaient encore qu'un concept novateur. Il les stockait sur un disque dur caché dans sa chambre, ignorant le fait que, quelques années plus tard, leur valeur grimperait à des dizaines de millions de dollars. Bien qu'il en voyait le potentiel financier, pour Kraka, les crypto-monnaies représentaient autre chose, un moyen d'échapper au contrôle gouvernemental. Kraka était au sommet de sa carrière de hacker, mais il marchait aussi sur une corde raide. Chaque attaque réussie attirait davantage l'attention sur lui et son groupe. La sensation d'invulnérabilité qu'il avait ressentie au début commençait à s'estomper, remplacée par une paranoïa grandissante. Il savait que les agences de renseignement se rapprochèrent de plus en plus, mais pour quelqu'un comme lui, le risque faisait partie du frisson. De son point de vue, il n'était pas seulement un hacker, il était un agent du chaos avec une mission, prouver que personne n'est à l'abri dans un monde interconnecté.
À mesure que Default montait en puissance en tant que hacker infâme, il se rendait compte que ses actions ne passaient pas inaperçues. Il savait qu'il avait attiré l'attention d'ennemis puissants et la paranoïa commença à le consumer. Il mit en place des mesures de sécurité extrêmes, évitant son propre Wi-Fi et utilisant une antenne parabolique pour se connecter à un réseau gratuit d'un restaurant situé à presque 1 km de distance. Tout son trafic passait par des réseaux Tor et chaque appareil qu'il utilisait était protégé par plusieurs couches de chiffrement. Allumer son ordinateur était un processus nécessitant 30 minutes rien que pour le déchiffrer. Il savait qu'une seule erreur pourrait signer sa perte. Malgré sa prudence, il ne pouvait ignorer le risque grandissant. Default ne faisait confiance à personne, pas même aux hackers avec qui il collaborait. Son obsession pour la sécurité l'amenait à effacer chaque trace de ses activités après chaque opération et il évitait de discuter de détails sensibles, même sur des chats chiffrés. Mais au fond de lui, il savait que tout cela ne suffirait peut-être pas. La traque menée par les agences de renseignement était incessante, et Default était conscient que son temps était compté. Alors que Default renforçait sa défense, un autre individu, Edward Snowden, préparait une révélation qui allait secouer le monde. Ce contractuel du renseignement américain découvrit un programme massif de surveillance mondiale compromettant la vie privée de pratiquement toute personne ayant accès à un appareil électronique. Tourmenté par sa découverte, Snowden prit la difficile décision de la révéler, conscient qu'il allait tout perdre. Sa maison à Hawaï, sa petite amie et son salaire lucratif. Pour fuir, il prétexta des problèmes de santé et s'envola pour Hong Kong, où il rencontra des journalistes et commença à divulguer des documents classifiés. Les révélations de Snowden inspirèrent Default, qui voyait dans ce système de surveillance mondiale une menace directe contre la liberté. Il décida qu'il ne pouvait rester les bras croisés. Il fit la connaissance d'un jeune hacker britannique surnommé Kraka, qui dirigeait un groupe appelé Crackers with Attitude, CWA. Kraka, à peine adolescent, avait déjà commencé à exposer de hauts responsables du renseignement américain. Lorsque Default vit comment Kraka piratait l'email de James Clapper, directeur du renseignement national, et redirigeait ses appels vers le mouvement Free Palestine, il sut qu'il devait le rejoindre. La collaboration entre Default et Kraka fut explosive. Leur cible était John Brennan, directeur de la CIA. Grâce à des techniques d'ingénierie sociale, Kraka se fit passer pour un technicien de Verizon afin d'accéder au compte téléphonique de Brennan. Avec suffisamment d'informations personnelles, ils réussirent à pénétrer dans sa messagerie privée, où ils trouvèrent des documents classifiés et des correspondances sensibles. Parmi les fichiers figuraient des directives sur les opérations de torture et des stratégies d'intervention au Moyen-Orient. L'étape suivante était inévitable. Ils transmirent les documents à Wikileaks. Julian Assange, intrigué par l'ampleur des informations, les publia, déclenchant un séisme médiatique. Les détails révélés ne nuisirent pas seulement à la réputation de Brennan, mais coûtèrent également à l'agence plus d'$1 million en dommages, y compris leur réaffectation d'agents sous couverture. Pour Default et Kraka, ce n'était pas seulement une victoire technique, mais une déclaration selon laquelle personne, pas même les plus puissants, n'était intouchable. Alors que la CIA tentait de gérer les répercussions, Default et son groupe intensifièrent leurs attaques. Ils commencèrent à cibler d'autres hauts responsables, collectant des informations personnelles et les divulguant au public. Chaque nouveau piratage portait un coup direct au système, exposant non seulement son incompétence en matière de sécurité, mais aussi les zones d'ombre de ses opérations. Cependant, cette visibilité accrut également la pression sur Default. Les gouvernements ne le voyaient plus comme un simple hacker, il était désormais un ennemi public. Dans un retournement de situation inattendu, les activités de Default commencèrent à faire l'objet d'un examen plus minutieux. Les agences de renseignement internationales collaborèrent pour traquer ses actions. Bien qu'il continuât à opérer dans l'ombre, une erreur minime le trahit. Un réseau Wi-Fi non sécurisé dans un café voisin suffit à trianguler sa position approximative. Sans le savoir, Default n'était plus aussi protégé qu'il le pensait. Le jour fatidique arriva finalement. Default fut surpris dans son appartement encerclé par des unités d'opération spéciales. Sa paranoïa l'avait préparé à ce moment, mais il ne put s'empêcher d'être surpris par la proximité avec laquelle il avait été suivi. Tandis qu'il était escorté hors de chez lui, les caméras capturèrent l'image d'un homme qui avait autrefois défié le système et qui devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Bien que Default ait perdu sa liberté, ses actions laissèrent une empreinte indélébile. Les informations qu'il avait contribué à divulguer et les opérations qu'il avait menées obligèrent le monde à remettre en question les pratiques de surveillance et les abus de pouvoir. Malgré sa chute, son héritage en tant que l'un des hackers les plus fascinants et controversés de son époque était assuré. La fin de l'opération survint de manière inattendue lorsqu'un des hackers, jeune et sûr de lui, commit une erreur fatale. Lors d'une conversation en ligne avec un soi-disant ami, il révéla des détails compromettants sur ses activités. Sans le savoir, cette personne collaborait avec les autorités,
qui utilisèrent ces informations pour le localiser. Ce qui avait été une opération méticuleusement protégée fut exposé par une simple trahison. Les forces de l'ordre ne mirent pas longtemps à identifier sa position et, lors d'un raid éclair, arrêtèrent le jeune hacker. Cette imprudence, une confiance mal placée, marqua la fin de sa carrière et scella son destin judiciaire.